210 gendarmes des services du GIGN pour un homme qui a fait quoi? Des recherches sur le cancer. Et une affaire classée secret défense. Ils sont venus en disant qu'ils cherchaient du plutonium. Mon père a été le seul à qui on a demandé de rester dans le laboratoire, qui ont vaporisé un gaz toxique. 2 mois après, mon père avait une leucémie myéloïde aiguë. Vous avez des doutes sur ce qui a pu être dispersé dans ce laboratoire à ce moment-là? Quelque chose de toxique, absolument. L'objectif de tout ça, c'était de se débarrasser d'une recherche et d'un savoir. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à détruire. Une fois qu'ils ont arrêté tout le monde, eh bien, il ne s'est plus rien passé. On pourrait imaginer que maintenant les institutions françaises... Non, parce que c'est bien évident que des produits naturels font mieux que les médicaments. Qu'est-ce que vos parents ont réussi à trouver, puisqu'en France tout a été fait pour les détruire? Mon père a été un des premiers à faire le lien entre pollution et cancer. Il doit y avoir quelque chose dans l'environnement qui réveille des gènes. Trouver un produit qui reconnaisse les cellules cancéreuses, vont détruire les cellules cancéreuses et ne touche pas aux cellules saines. La prochaine publication, c'est sur les cellules souches du cancer du sein. Et on les détruit toutes. Et c'est quel type de plante? Les 2 plus connus sont effectivement le Paupera et le Revolfia vomitoria. À propos du Revolfia vomitoria, l'Europe vient de décider il y a 2 ans que c'était un produit nouveau et qu'on peut plus le trouver en Europe. Mitterrand l'a pris il y a 30 ans, mais c'est nouveau. Mitterrand est diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. Mitterrand a commencé à prendre les produits Beljanski. Il a fini son 2e mandat, il est sorti de l'Élysée la rose à la main. Donc ça lui a permis de déjouer les pronostics. Et de tenir dans de bonnes conditions. L'affaire se finit bien. On a un président, entre guillemets, qui légitime ses recherches. Tout ça, c'était pas bienvenu. Vous avez le médecin officiel qui est furieux. Vous avez les pharmaceutiques qui sont furieux. Le médecin officiel de François Mitterrand était opposé. Parce qu'il se trouve être en ridicule. Comment votre mère a vécu toute cette période? Elle a porté la colère. Ma mère me disait, si ton père était là, il serait très fier. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel entretien Nexus. J'ai le plaisir de recevoir Sylvie Beljanski, la fille de Mirko et Monique Beljanski, 2 grands chercheurs qui ont travaillé à l'Institut Pasteur entre autres et qui ont trouvé des remèdes contre le cancer. Ils ont fait des recherches dans les années 80-90, ils ont même soigné le président Mitterrand et à la mort de Mitterrand, il y a eu une perquisition dans le laboratoire de Mirko Beljanski en Isère en octobre 96, 210 gendarmes dont des membres du GIGN pour cet homme qui avait fait des recherches incroyables et des découvertes qui ont permis à bon nombre de gens de se soigner depuis. Elle a expatrié tous ses travaux, elle a repris l'héritage de ses recherches et aux États-Unis, elle a fondé une fondation, la fondation Beljanski, pour poursuivre ce travail d'intérêt public et général sur la santé. On va voir tout cela avec elle, mais avant cela, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, le dernier média en kiosque, sans publicité, sans subvention, sans censure, pour qu'on puisse continuer à diffuser une information libre et indépendante comme celle-ci. N'hésitez pas à nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et si vous voulez nous retrouver pour le premier festival Nexus les 27-28 juin prochains, la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Vous pouvez cliquer dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Beljanski. Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors c'est rare que vous soyez en France, pays où il y a eu beaucoup de péripéties pour vous et votre famille. On va revenir là-dessus. Vous avez récupéré tout l'héritage de votre père, de vos parents, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des décennies à essayer de comprendre les mécanismes du cancer et aussi comment traiter cette maladie avec différentes plantes. Je dirais heureusement que j'ai récupéré cet héritage parce que comme il a été financé par le contribuable français, ça aurait été une complète gabegie si je ne l'avais pas récupéré. Et je l'ai récupéré puisque l'État français n'en voulait pas. Et c'est exactement ce que voulaient nos chères élites, enterrer les travaux de vos parents. Pourquoi? Parce que très certainement, ils avaient compris pas mal de choses à propos du cancer. Bon, c'est une poule aux œufs d'or pour beaucoup d'industries pharmaceutiques, on le sait. Vos parents ont compris le fonctionnement de l'ADN, ont compris le fonctionnement des cellules cancéreuses, et à travers ces recherches sur certaines plantes, ils ont réussi
à enrayer certains mécanismes du cancer, si bien que François Mitterrand s'est intéressé à ces recherches et dans son deuxième septennat a fait appel à votre papa pour pouvoir se soigner, prolonger le maximum de temps sa qualité de vie, sa durée de vie, son espérance de vie, parce qu'il avait un cancer assez avancé, cancer de la prostate. Et jusqu'en 95, François Mitterrand est mort en 96, je crois, début 96. On va dire que Mirko Beljanski était assez protégé. Comme par hasard, à la mort de Mitterrand, quelques mois après, s'abattent les foudres des institutions françaises. Perquisition le 9 octobre 96 à 6h du matin à Saint-Prime en Isère. Opération ISA 2. 210 gendarmes, dont des membres des services du GIGN. Et une affaire classée secret défense. Pour un homme qui a fait quoi? Des recherches sur le cancer. Des recherches, encore une fois, payées par le contribuable français. Et c'est un bel exemple de ce qui peut arriver quand le financement n'aboutit pas à ce que le gouvernement voulait. Qu'est-ce que vos parents ont réussi à trouver? Quel est le fruit de leurs recherches que vous avez aujourd'hui prolongé, on en reparlera après, sur cette fondation Beljanski, qui permet à ces recherches d'exister encore quelque part dans le monde, puisqu'en France, tout a été fait pour les détruire. Il faut comprendre que à l'époque où mon père a commencé ses recherches dans les années, disons, 60, à l'Institut Pasteur, la tendance officielle était de considérer que le cancer était une maladie génétique. Et que il y avait juste Watson et Crick qui venaient de découvrir le génome, et tout le monde dans le milieu scientifique pensait que l'avenir était aux thérapies géniques. Et mon père a été un des premiers à dire non, si c'était juste génétique, il y aurait un nombre constant à peu près de cancers. Mais on voit une augmentation. C'est aussi l'époque des 30 glorieuses qui commençait, de la pollution. Et mon père été un des premiers à faire le lien entre pollution et cancer et à dire il doit y avoir, et oui, bien sûr, les gènes peuvent jouer un rôle, mais il doit y avoir quelque chose dans l'environnement qui réveille des gènes, les modifie, fait quelque chose au niveau de l'ADN et on passe ainsi d'une cellule saine à une cellule précancéreuse ou cancéreuse. Et il a fait l'observation que il y a une différence fondamentale entre une cellule cancéreuse et une cellule saine. Dans une cellule saine, vous avez les deux brins d'ADN qui sont bien reliés entre eux, c'est la fameuse double hélice qu'on connaît. Mais dans une cellule cancéreuse, les deux brins d'ADN ne sont plus liés entre eux, ils sont détendus, les liaisons hydrogènes qui sont supposées les garder ensemble sont cassées. Et quand c'est cassé, eh bien, vous avez une multiplication accrue du rythme de synthèse de l'ADN. Et c'est comme ça que ça se multiplie et ça fait des tumeurs. Et donc, mon père a eu l'idée de tester des batteries, ce qu'on screen déjà, enfin comme on dit maintenant, et c'était évidemment tout nouveau à l'époque où il y a pensé, des tas de molécules pour voir si elles induiraient des cancers, ou bien si elles étaient neutres, ou bien qu'est-ce qu'elles feraient au niveau de l'ADN. Et donc, il a testé un certain nombre de molécules et il s'est dit peut-être que je pourrais aussi, avec ce test, qu'il a appelé l'oncotest, trouver idéalement un produit qui inhiberait sélectivement la synthèse de l'ADN cancer sans effet sur l'ADN sain. Et il a eu la chance d'en trouver non pas un, mais 2 produits capables de faire ça, qui reconnaissent les cellules cancéreuses, vont détruire les cellules cancéreuses et ne touchent pas aux cellules saines. Quand vous regardez sous le microscope, parce que ces extraits de plantes sont naturellement fluorescents, vous voyez que cette fluorescence, elle reste à l'extérieur des cellules saines, mais qu'elle pénètre le nucléus des cellules cancéreuses et qu'elle les détruit.
Et c'est quel type de plante? Alors, il y a deux plantes. L'une s'appelle le Pao Pereira. L'écorce de Pao Pereira, ça vient d'Amérique du Sud. Et puis l'autre, c'est le Revolfia vomitoria, qui vient d'Afrique. Et le Revolfia vomitoria était traditionnellement connu en médecine ayurvédique. Il y a un autre type de Revolfia aux Indes, mais il est toxique. Et donc l'important pour mon père, c'était de reconnaître, faire la différence entre la molécule toxique, l'éliminer et avoir un Revolfia vomitoria qui se comporte comme le Pao Pereira et qui sélective, n'ait aucune toxicité sur les cellules saines, mais détruisent les cellules cancéreuses. Alors vous avez deux petits produits, deux petits extraits de plantes qui reconnaissent les cellules cancéreuses, les détruisent et n'ont pas d'effet sur les cellules normales. Donc, vous arrêtez de penser en termes de cancer du côlon, du foie, du pancréas, etc. Ça va se précipiter sur les cellules cancéreuses dont l'ADN est différent, dont l'ADN est détendu. Et puis, ça n'aura aucune toxicité, aucun effet secondaire sur les cellules saines. Donc, si vous n'avez pas de cancer, vous allez éliminer naturellement le produit en quelques heures sans aucune toxicité. Donc en plus, c'est un produit qui peut avoir un intérêt préventif. Oui, effectivement, il a un effet anti-inflammatoire et ça, on a pu le démontrer aux États-Unis 20 ans plus tard. Donc là, vos parents, parce qu'ils ont travaillé ensemble sur ces recherches, donc on est dans les années 70, c'est ça à ce moment-là? Oui, 70, 80, jusqu'aux années 90. Mon père a publié autant qu'il a pu. En fait, tant qu'il a eu un laboratoire, il a publié. Et la dernière publication dont j'ai récupéré le manuscrit a été publiée à titre posthume en 2001. Donc, il découvre ce fonctionnement particulier de ces molécules présentes dans ces plantes. Oui. Et il en fait quoi à ce moment-là? Eh bien, à l'époque, il est surtout, il en donne ça sur animaux, il documente, il publie, et puis il organise des séminaires avec des médecins qui sont très vite très intéressés par cette approche non toxique, naturelle et non toxique du cancer, qui commence à recommander ça d'abord à des cas assez désespérés, et puis voyant que ça se passe très bien, commence à donner de plus en plus de personnes. Et donc il y a une masse de témoignages, maintenant une masse de médecins aussi à travers la France qui recommandent les produits. Et puis on arrive comme vous avez dit, dans les années 91-92, où Mitterrand est officiellement diagnostiqué comme avec un cancer avancé de la prostate. C'est le début de son deuxième mandat. Les mandats étaient de 7 ans à l'époque. Et les médecins, le médecin officiel dit il va pas finir son deuxième mandat. On va le mettre sous morphine. On va préparer le pays pour des élections anticipées. Et puis, Mitterrand avait une amie qui connaissait un médecin, qui avait de bons résultats sur le cancer de la prostate. Et c'est comme ça que Mitterrand a commencé à prendre les produits Beljanski. Et comme on le sait, il a fini son deuxième mandat, il est sorti de l'Élysée, la rose à la main, etc., etc. Et il n'est décédé que après avoir fini sa mission, ce qu'il considérait être sa mission. Donc ça lui a permis de tenir, de déjouer les pronostics. Tout à fait, et de tenir dans de bonnes conditions. Pour lui, c'était pas Joe Biden, c'était pas un légume. Ouais. Il était signé à Maastricht, etc. Il était encore autonome et tout à fait important. Tout à fait. Et on pourrait se dire, l'affaire se finit bien pour vos parents et pour votre père, c'est-à-dire on a un président entre guillemets qui légitime ses recherches par le cas concret. On pourrait imaginer que maintenant les institutions françaises, non. Vous avez les pharmaceutiques, si j'ose dire, qui sont furieux parce que ça devient très évident que des produits naturels font mieux que les médicaments. Vous avez le médecin officiel qui est furieux parce qu'il se trouve être en ridicule. Donc le médecin officiel de François Mitterrand était opposé
à ce que Mirko Beljanski proposait au président. Oui, si vous lisez le Grand Secret, le livre de Gubler, c'est lui qui a trahi, disons, le secret médical en parlant de ce que faisait la maladie de son patient et parler de son traitement. C'est Gubler qui a officiellement révélé au monde que Mitterrand prenait les produits Beljanski en parlant de gélules dans une et nommant mon père. Et Gubler raconte les intrigues de palais et les médecins qui se détestent, etc., etc. Oui, tout à fait. C'est pas si simple. Et puis vous avez aussi les politiques qui se disaient on va préparer des élections anticipées. Le président va être un légume et puis qui commence à signer des choses, donner des ordres et puis le président va mieux et commence à poser des questions, etc. Non, tout ça, c'était pas bienvenu, et le 9 octobre 96, 9 mois après le décès de mon père, eh bien, comme vous l'avez dit, il y a eu une opération classée secret défense avec le GIGN, des bataillons vraiment de gendarmes. Il y avait un hélicoptère qui tournait autour du laboratoire, des chiens, ils sont arrivés avec des armes, enfin des bazookas, quoi. Comme un terroriste. Mais donc, exactement. Là, votre papa était déjà décédé? Non. Et là, ils ont. C'est 9 mois après le décès de Mitterrand. Oui, c'est ça. Voilà. Donc. Et là, c'est là qu'ils ont arrêté mon père. Ils ont fait aussi une perquisition à l'appartement de ma mère. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté tous les médecins, tous les pharmaciens qui travaillaient avec eux. Donc, aussi, il y a eu une cinquantaine de médecins et de pharmaciens qui ont été arrêtés. Les chercheurs, etc., etc. Oui. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à détruire. Une fois qu'ils ont arrêté tout le monde, eh bien, il ne s'est plus rien passé pendant des mois et des mois. Il n'y a eu pas d'audience, pas rien. Mais, alors, alors, comment vous avez appris déjà cette perquisition et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes aux États-Unis. Alors moi, à l'époque, le 9 octobre 96, je suis avocate en France, ici. Je travaille comme Foreign Legal Associate, c'est-à-dire associée en droit pour un cabinet américain à New York, et je découvre cette affaire parce que j'appelle le laboratoire, j'appelle mon père pour dire bonjour, et le laboratoire ne répond pas, et ça correspondait pas du tout à mon père qui était toujours dans son laboratoire. Avec la différence de temps, il était 4 heures de l'après-midi en France, à 10 heures du matin à New York. Mon père aurait dû être là. Alors je trouve ça très bizarre, et j'appelle l'appartement où il y a ma mère, et c'est là que j'ai une voix d'homme qui me dit: vous pouvez pas parler à votre mère, elle est sous arrêt, elle est en état d'arrestation. Et je dis: mais je suis son avocate, je veux parler à ma cliente. Et c'est comme ça que je découvre qu'il y a une liste de chefs d'accusation contre eux, et je me dis: il va falloir s'occuper de leur défense légale. Et c'est comme ça que je me suis plongée dans ce dossier. Et plus je me plongeais dans le dossier, plus je me rends compte que le dossier ne tient pas en droit. Pourquoi? Parce que il ne s'agissait pas de découvrir des preuves, il s'agissait de les détruire. Et là, je me dis: mais il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et mon père n'a pas d'audience, on demande des expertises qui sont refusées, et il ne se passe rien. Mes parents sont tous les deux sous contrôle judiciaire.
Et mon père espère vraiment de façon désespérée qu'il va y avoir un jour un procès, qu'il pourra s'expliquer et blanchir son nom et sa réputation. Et puis le contrôle judiciaire, il peut pas parler aux journalistes, il ne peut pas continuer les recherches, il ne peut pas aller à l'étranger à aucun congrès, il ne peut plus rien faire, à part se morfondre chez lui. Mais quels étaient les chefs d'accusation officiellement? Officiellement, alors le chef d'accusation qui autorisait le contrôle judiciaire, c'est tromperie sur la marchandise. Mais c'est-à-dire sur les marchandises qu'il vendait, parce qu'il vendait... Alors mon père ne vendait rien, il donnait tout. Alors sur quelle tromperie ils l'ont... Et ça, c'est la seule expertise qu'on a pu avoir, finalement, en faisant vraiment beaucoup de choses, en appelant le bâtonnier, etc., etc. Et finalement, l'expertise a confirmé que les produits étaient conformes à leur étiquetage. Ils ont ramené 210 gendarmes et GIGN au laboratoire de votre père en Isère pour une histoire de tromperie sur une marchandise. Exactement, qui s'est révélé ne pas exister. En plus, ne pas être vrai. Ne pas exister, absolument. Alors à ce moment-là, on se dit cette affaire va être vite réglée. Eh bien non, elle n'a pas du tout été réglée. Mon père aussi, au lieu d'être transféré devant le juge d'instruction immédiatement dès lors de son arrestation, on lui a dit de rester toute la nuit dans le laboratoire. Et puis en même temps, il y a eu une équipe d'hommes habillés comme s'ils allaient sur la Lune, avec des scaphandriers, qui sont venus en disant qu'ils cherchaient du plutonium, qui ont vaporisé un gaz toxique et 2 mois après, mon père avait une leucémie myéloïde aiguë. Et je pense que le juge le savait et c'est pour ça qu'il n'avait aucun empressement à essayer de boucler le dossier. Alors pour bien comprendre, votre père, on l'oblige à rester dans ce laboratoire ce 9 octobre au soir. Oui. Il y a des gens en combinaison qui viennent asperger un produit dont on ne connaît pas la connaissance pour une histoire de recherche de produits nucléaires, plutonium. De plutonium, oui, c'est ça. Qui n'ont pas, évidemment, pas trouvé. Qui a été témoin de cette aspersion de produits? Les secrétaires, le personnel du... Il y avait des gens sur place. Tout à fait. Et... Qui ont vu arriver. Et on leur a pas demandé de rester dans le laboratoire. Mon père a été le seul à qui on a demandé de rester dans le laboratoire. Et ces gens s'en vont, votre père reste? Mon père reste, et 2 mois après, il a une leucémie myéloïde aiguë. C'est une maladie qui doit être assez grave. Je ne peux pas garantir que je peux pas savoir. Mais je trouve. Vous avez des doutes sur ce qui a pu être dispersé dans ce laboratoire à ce moment-là? Quelque chose de toxique, absolument. Il était en bonne santé à cette période? Il était en très bonne santé jusque-là, oui. Et donc, comme mon père, on lui refuse toute audience, toute opportunité de se défendre et de se justifier, à un moment, se sentant vraiment affaibli par la maladie en même temps, il me supplie de faire quelque chose pour faire avancer le dossier et il me demande d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et je lui dis oui papa, d'accord, on va le faire. En me disant, mon Dieu, je sais comment est-ce qu'on fait devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'avais eu 2 cours de droit sur le sujet quelques années auparavant, mais c'est tout. Aucune pratique, évidemment. Et mais je fais le dossier qui est présenté évidemment par une amie, collègue qui est habilitée à plaider, présenter devant Strasbourg. Et la France ne se défend pas. C'est-à-dire ne se défend pas? C'est-à-dire qu'ils ils demandent des délais, et puis ensuite ils font des réponses idiotes, vraiment d'un niveau de première année de droit. J'avais honte pour la chancellerie. Honte. Vraiment. Et évidemment, ils ont fini par perdre à l'unanimité, une défaite complète dans l'affaire Beljanski contre France, qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg en 2002. Et qu'est-ce que vous avez gagné à ce moment-là?
Bon, ma mère a eu une petite somme de dédommagement parce que en droit, on ne peut gagner que de l'argent. Hein, on peut pas vous rendre les gens. Ils ont été reconnus coupables de quoi? Ils ont reconnu que la France avait violé les droits fondamentaux de mon père et en particulier l'article 6 sur les délais de procédure, parce que la France n'était absolument pas en mesure de s'expliquer pourquoi il n'avait pas instruit le dossier dans des délais raisonnables. Vous ne pouvez pas, en droit, laisser quelqu'un se morfondre dans un état de contrôle judiciaire ou en prison sans jamais lui donner, dans un délai raisonnable, l'opportunité de se défendre et de se justifier et de mettre cette affaire derrière lui. Et pourquoi la France, par la chancellerie, n'a pas voulu se défendre, selon vous, sur ce dossier? Parce que la vérité, c'est que il l'avait empoisonné avec cette irradiation, qu'il savait et que l'objectif de tout ça, c'était de se débarrasser d'une recherche et d'un savoir. Vous pensez que s'ils étaient allés sur le fond du dossier, la vérité aurait pu éclater au grand jour? Ils ont préféré oui, comme moi je suis allée au fond du dossier en me demandant pourquoi, quel était ce savoir qui dérangeait, et j'ai tombé amoureuse de ce savoir. J'ai trouvé que c'était tellement magnifique cette recherche que je me suis dit, on peut pas laisser détruire ça, hein. C'est pas possible. Puis à l'enterrement de mon père, il y a eu plein de gens qui sont venus et qui m'ont dit, vous allez continuer, hein, parce que vous savez, sans votre père, je serais pas là, j'aurais pas pu aller au mariage de ma fille, j'aurais pas pu voir mes petits enfants, j'aurais pas pu, etc. Je me suis sentie une telle pression et je disais, mais oui, bien sûr, on va trouver des solutions. Et puis ceux qui m'ont dit, vous savez, il faut continuer parce que sinon on va mourir. Moi, je leur disais, écoutez, ne mourrez pas tout de suite, on va chercher, on va trouver des solutions, attendez un petit peu, tenez le coup. Mais ça a été une pression absolument terrible de tas de gens que je ne connaissais pas, mais aussi des tas de gens qui sont sortis de n'importe où pour m'aider. De façon absolument incroyable. Vous avez un magazine, Nexus, excellent magazine d'ailleurs, mais le CIRIS, l'association qui soutenait mon père, avait aussi un magazine. Et évidemment, comme ils ont recoupé les comptes de l'association, etc., il n'y avait plus d'argent. Ils ont voulu créer une faillite à partir de rien. Pour tout bloquer. D'abord bloquer, ouais. Et ensuite, quand il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Et puis ce ne sera pas de notre faute, ce sera le tribunal de commerce. Et on a décidé qu'il fallait sortir un nouveau magazine. Mais il n'y avait pas d'argent sur le compte. L'imprimeur m'a dit, écoutez, on va imprimer, vous me faites confiance, vous êtes la fille de Mirko Beljanski, je vous fais confiance. Il y a eu l'extracteur qui faisait les extraits de plantes pour mon père, qui aussi évidemment avait eu une visite de gendarmes, une saisie, etc. Et les gendarmes n'avaient pas regardé dans les cuves. Et donc, il s'est retrouvé avec des centaines de litres d'extraits qui restaient là. Et il m'a appelé à New York et il m'a dit, est-ce que vous les voulez? Si vous les prenez, je les sèche et puis je vous les envoie. Et je lui dis, oui, je veux bien, je demande pas mieux, mais j'ai pas d'argent pour vous payer. Il m'a dit, vous me paierez quand vous pourrez, vous êtes la fille de Mirko Beljanski. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec cette pression humaine et aussi des moyens qui m'étaient donnés de nulle part pour continuer. Et je me suis dit, voilà, peut-être que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment à New York, et plus rien peut se faire en France. Tout le monde vous êtes en France, c'est foutu. Ouais. La France, oui, c'est fichu en France, mais peut-être qu'à New York,
ça peut repartir avec un peu de chance. Et voilà, donc on a commencé à faire les produits, d'abord comme une compagnie de catalogue pratiquement, avec l'information. Les gens commandaient à New York et puis on envoyait les petits colis. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis très vite, je me suis dit c'est bien de mettre les produits à disposition. Oui, on sauve les vies, mais ça suffit pas. Parce que pour mon père, l'important c'était quand même la recherche. Il n'avait pas fini encore son travail. La recherche, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Mais j'avais été extrêmement choquée par la façon dont mon père avait été traité de charlatan dans la presse, que ses travaux étaient de la poudre de perlimpinpin, etc. Moi, j'ai grandi en voyant que ça aidait les gens. Je voulais pas être impliquée dans ce domaine. Je trouvais que c'était trop lourd, que c'était les gens malades demandent trop. Je disais que c'était pas pour moi, mais je savais que ça marchait. Je connaissais la probité de mes parents et l'atteinte à leur réputation. J'ai vu comment ça blessait mon père et je me suis dit, on va prouver qu'il avait raison. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, c'est allé beaucoup plus loin. Mais je voulais prouver que mon père avait raison et que la France avait tort. Pas seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan scientifique. Et donc, j'ai créé en 99 cette fondation aux États-Unis avec l'idée, The Beljanski Foundation, avec l'idée d'abord de confirmer les travaux de mon père. Oui. Alors, puisqu'il était connu, enfin, surtout pour avoir aidé Mitterrand, c'était une histoire qui plaisait, même aux États-Unis, ils connaissaient le nom de Mitterrand. D'abord, j'ai organisé un petit colloque à New York où j'ai invité une centaine de médecins qui avaient travaillé avec mon père pour me faire connaître d'eux et puis aussi pour qu'ils m'apprennent leur savoir, parce que j'avais le sentiment que j'y connaissais rien. Et puis j'ai réussi à inviter une poignée de médecins américains qui sont venus aussi assister au colloque. Puis il y avait un de ces médecins américains qui était un homme assez âgé, mais extrêmement curieux d'esprit, qui tout de suite a dit mais c'est fantastique cette approche, j'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. En écoutant ses collègues français. Et il a voulu donner. Il avait un patient qui avait un cancer du pancréas. Il s'est dit le pauvre type, il file un mauvais coton, il n'a pas grand-chose à perdre. J'en vais lui donner du Paupera et du Revolfia vomitoria. On va voir ce qui se passe. Et puis le pauvre type va commencer à aller beaucoup mieux. Alors docteur Schachter donne ça à d'autres patients. Et puis au bout d'un an, il me dit mais j'ai plein de bons cas maintenant. Je vais écrire un article. Et donc, Dr. Schachter écrit le premier article américain. Et moi, je suis tellement contente. Le premier papier américain. Oui. Je donne une copie à tout le monde que je connais, mon dentiste, mon coiffeur, etc. Il se trouve que mon banquier est un patient de Dr. Aaron Katz, qui est le chef du département de Holistic Urology, urologie intégrative, à Columbia University, qui lit le papier, et c'est Columbia qui m'appelle. Une université prestigieuse. Absolument, une des plus grandes universités. Alors, je vais à Columbia University. Là, j'engage rapidement les services d'un scientifique, un docteur en biologie moléculaire, donc un diplôme équivalent à celui de mon père, en lui disant, vous serez le directeur of research, etc. Lui-même, il est impressionné quand je lui montre les publications de mon père. Il les comprend. Et donc, on va à Columbia University, où le docteur Katz, il est titillé par cette histoire avec la prostate de Mitterrand. Il est urologue. Alors, il me dit, on va essayer, mais on va d'abord essayer sur des souris, parce que je peux pas donner ça comme ça à des patients.
Et donc, c'est comme ça qu'on a eu les premières publications sur le cancer de la prostate, faites par Columbia University sur le Pah-Opéra et sur le Revolfia vomitoria. Et Dr. Katz était tellement content des résultats qu'il commence lui-même à en parler dans des colloques. Et je suis assise dans un colloque à côté d'une dame qui me donne du goût et qui me dit il parle de vos produits, n'est-ce pas? Je dis oui. C'est fantastique. Est-ce que vous auriez quelque chose d'équivalent pour les femmes? Je dis oui, la même chose, parce que ça fait la différence entre le cancer, l'ADN des cellules saines et l'ADN des cellules cancéreuses. Ça n'a pas d'importance si c'est un cellule de prostate, d'ovaire, de foie, etc. Ça va reconnaître les cellules cancéreuses où qu'elles soient et les détruire sans toxicité pour les cellules saines. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Kansas University Medical Center sur le cancer des ovaires et ensuite sur le cancer du pancréas. Mais c'est incroyable. Mais comment c'est... Alors, à ce moment-là, vous êtes aux États-Unis. Ça a l'air d'être beaucoup plus libre là-bas. La voie est libre pour faire ce genre de recherche. Il y a l'air d'avoir moins de pression politique sur ces recherches-là. Comment est-ce que cette approche-là ne s'est pas imposée comme l'approche numéro 1 du traitement du cancer aux États-Unis, par exemple? Monnaie. Ce sont les mêmes sociétés pharmaceutiques elles sont globales, hein, c'est le monde entier. Vous avez Pfizer, Eli Lilly, etc. qui sont partout, et c'est la même opposition partout. Et puis la législation aux États-Unis, il faut la respecter. Et la législation dit que on ne peut pas faire d'allégations thérapeutiques pour des produits naturels qu'on vend en complément alimentaire. Et donc c'est pour ça que depuis 30 ans, moi je fais très très attention. La recherche, c'est le domaine de la fondation. Les produits, c'est le domaine de Maison Beljanski. Vous avez divisé les deux pour éviter d'être attaqué. Eh bien, je respecte la loi. À chacun son domaine. Donc vous faites les recherches au nom de la fondation. Au nom de la fondation qui ne vend rien. Qui ne vend rien. Et Maison Beljanski ne fait aucune allégation thérapeutique. Vous ne trouverez pas le mot cancer sur le site de Maison Beljanski. Incroyable. Oui, donc et ça fait 30 ans que je respecte la loi comme ça et que ça se passe bien jusqu'ici. Je touche du bois. Est-ce que on va toucher du bois évidemment pour toutes les personnes malades et puis pour l'avenir de cette recherche, parce que c'est un peu dommage. Nous, en tant que Français, on se dit bon, le fruit du contribuable français qui a permis à ce couple de chercheurs, de génies, de trouver une voie de guérison possible, ça finit aux États-Unis. Et puis vous essayez tant bien que mal, de pas attirer trop l'attention. Aux États-Unis, quand même, avec la fondation, elle est visible. Hein. On organise des événements. Moi, j'ai un podcast et on organise régulièrement des conférences où on invite des tas de docteurs de médecine intégrative pour créer une communauté. Justement, qui s'intéresse à d'autres approches du cancer. Et combien de chercheurs et médecins vous ont rejoint dans ce travail depuis? Des centaines. Oui. Des centaines. Ah oui. Et puis maintenant, on travaille avec des cliniques aussi, carrément. Aux États-Unis uniquement? Oui, aux États-Unis. Qui utilisent vos produits? Et au Mexique, oui. Tout à fait. Et vous pourriez dire un ordre d'idée du nombre de personnes qui ont pu bénéficier de ces produits-là et qui ont vu leur santé? Non, mais c'est des milliers. Hein. C'est des milliers. Ouais, donc on est sorti du petit laboratoire d'Isère. Et là, on est vraiment sur du terrain, des cas cliniques, beaucoup de retours bénéfiques. Il n'y a plus de doute pour vous, là, ça y est. Il n'y a plus de doute. Et puis maintenant, on a fait avec la recherche, on a fait un travail très systématique. On a d'abord établi que, en effet, comme mon père l'avait indiqué, ces produits détruisent des cellules cancéreuses de différents types de cancers. Donc, font véritablement la différence entre cellules saines et cellules cancéreuses. Nous avons démontré aussi l'absence de toxicité
pour les cellules saines. Nous avons démontré la synergie d'action avec un nombre de chimiothérapies. Mon père l'avait fait déjà avec les chimiothérapies de son époque, le 5-FU, nous on a fait avec docétaxel, gemcitabine, carboplatine sur différents cancers. On a montré l'effet anti-inflammatoire, donc précancéreux, cancéreux, cancer avancé, on a fait ça le travail sur le cancer avancé des cellules de la prostate, le cancer avancé qui ne répond plus à l'hormonothérapie. Les petits extraits de plantes continuent à être actifs. Et puis, alors la merveille des merveilles, c'est que à l'occasion d'une étude sur souris sur le cancer des ovaires, on a réalisé qu'aucune des souris traitées n'avait de métastase. Et là, on s'est dit, et les cellules souches du cancer? C'est quelque chose, les cellules souches du cancer, c'est quelque chose qui était inconnu à l'époque de mon père. Donc, il n'avait même pas pu y penser et en rêver. Mais maintenant, c'est le Graal du cancer. Pourquoi? Les cellules souches du cancer sont des cellules qui sont embryonnaires et qui sont un peu la génération future du cancer. D'accord. Et elles ne sont pas détruites par la chimiothérapie et la radiothérapie. Et donc, elles résistent. Le docteur vous dit, vous réagissez très bien, la tumeur diminue, mais les cellules embryonnaires, le futur cancer, la métastase future, elle n'est pas détruite. Et ces cellules, elles restent dans le sang. Elles vont pas forcément toujours se réveiller et se multiplier, mais il y a un cancer sur 6 où elles vont se réveiller et créer une métastase. Et s'il y a un cancer sur 6 qui fait des métastases, vous pouvez être sûr qu'il y a 6 personnes sur 6 qui ont eu un cancer et qui ont peur d'avoir une métastase. Oui. Et là, ce qu'on a vu sur cellules souches du cancer du pancréas, des ovaires, et là, la prochaine publication, on a les data, mais la prochaine publication, c'est sur les cellules souches du cancer du sein. Et on les détruit toutes. Il reste rien. C'est magnifique. Et là, donc, au mois de juin, on a un grand séminaire, une grande conférence. On attend 400 personnes à San Diego. Et il s'agit de réunir les fonds pour financer une étude similaire sur les cellules souches du cancer de la prostate. Combien ça coûte ce genre de recherche pour qu'on se fasse un ordre d'idée? Parce qu'on imagine que quand même, c'est d'énormes moyens. À peu près $250 000. Et vous en êtes à combien de recherches? Des recherches? Comme celle-ci? On en a fait peut-être 16, 17, 18 en 20 ans. Alors, elles n'ont pas toutes coûté ça, oui. Parce que là, je vous parle de recherches avec aussi des animaux, etc. Quand il y a eu des études où on s'est contenté du in vitro en laboratoire, c'est à peu près la moitié. C'est que vous consacrez des vrais moyens là-dessus avec des universités renommées. Bon, on est sorti du petit laboratoire. Vous avez poussé les recherches de votre père à leur paroxysme, quand même. C'est l'Amérique. Ouais. Heureusement, on va dire, bon, c'est un mal pour un bien que la France vous ait un peu chassé, traqué, on va dire, ciblé, même si ça aurait été quand même bien qu'on puisse garder ce genre de découverte et de recherche en France. Mais en tout cas, vous n'avez pas lésiné. Mais vous savez, quand je donne des conférences en Europe, on me dit mais pourquoi l'Amérique? Pourquoi vous refusez de travailler maintenant avec l'Europe? Est-ce que vous en voulez à la France, etc. Je dis non, j'en veux pas, j'en veux à personne. Je vais pas me rendre malade avec apporter la haine en moi, ça, j'ai pas besoin de ça. Mais si vous êtes intéressé pour travailler sur ces produits, contactez-moi. Personne l'a jamais fait, et ça va faire 30 ans. 96-2026, ça fait 30 ans cette année. Oui, c'est vrai. On est bientôt au 30e anniversaire.
Oui. Triste anniversaire de cette perquisition, cette destruction en fait de la recherche d'un homme. Destruction d'un homme et tentative de destruction d'un savoir, oui. Et votre mère, est-ce qu'elle a poursuivi? On peut se travailler avec vous? Maman, elle a épousé mon père quand elle avait 19 ans. Il l'a envoyée immédiatement au travail, c'est-à-dire d'abord à l'école pour devenir technicienne de laboratoire. Puis comme elle était intelligente, etc., elle a vite joué un rôle plus important. Et au début, je lui dis, écoute, maman, je veux faire tout ce que je peux, mais j'y arriverai pas toute seule. Il faut que tu m'aides. Et les premières conférences, c'est ma mère qui les a données. Elle me disait au début, ah mais non, mais moi je monte pas sur scène, je sais pas, c'est ton père qui faisait, etc., etc. Je lui ai donné un coup de pied dans le derrière en disant, maman, papa il est plus là et il y a pas le choix, il faut que tu montes sur scène. Et puis ensuite, petit à petit, grâce toujours au docteur Schachter, s'est trouvé l'opportunité de parler en anglais. Et là, maman pouvait quand même pas le faire. Et puis je me suis dit, on va le faire, mais maman, il faut que tu m'expliques tout, il faut que tu m'apprennes tout. C'est pas votre domaine à la base. C'est pas du tout mon domaine, et donc on s'est enfermés et j'ai posé à toutes les deux et j'ai posé des questions, jusqu'à ce que je comprenne. Et maintenant, je dois dire, ça fait peut-être 25 ans que je donne des conférences et je trouve que c'est la chance de ma vie. Vous regrettez pas d'avoir joué ce rôle? Absolument pas. Absolument pas. D'abord, je trouve que, enfin, je veux dire, c'est chef d'entreprise, c'est un petit peu comme un avocat pour ses propres produits et pour la propre recherche, pour sa propre entreprise. Donc, il doit connaître le dossier à fond et puis il doit savoir être l'image, le visage et représenter au mieux le produit et l'entreprise. Et puis je suis tellement fière de ce qu'on a achevé, de cette recherche, de ces produits, de toutes ces publications. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Comment votre mère a vécu toute cette période d'un point de vue personnel de ces ciblages par les autorités françaises et par la suite de reprise des recherches par vous? Comment, d'un point de vue personnel, elle a vécu les choses? Elle, d'abord, évidemment, un drame, c'est perdre son époux après des décennies. Je veux dire, c'était vraiment un couple qui partageait le jour au laboratoire et les nuits ensemble. La Cour européenne des droits de l'homme, entre autres idioties, a dit qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait subi un préjudice du décès de son mari. Mais oui, elle a porté la colère et le ressentiment beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je suis passée à l'action et à l'émerveillement devant la recherche, ce qu'elle ne pouvait pas faire, mais elle a été très heureuse de voir la façon dont j'ai repris. Elle me soutenait complètement. Et je pense que voir que les choses se sont développées comme elles se sont développées au fil des ans lui a apporté beaucoup de baume au cœur. Est-ce qu'à travers vos recherches que vous avez poursuivies ces dernières décennies, vous avez trouvé d'autres produits que ces deux plantes que vous avez citées au départ? Mon père avait découvert d'autres produits que ça. Hein. Donc les deux plus connus à cause de leur action anticancéreux sont effectivement le Pauperia et le Revolfia vomitoria. À propos du Revolfia vomitoria, je voudrais dire que l'Europe vient de décider il y a 2 ans que c'était un produit nouveau et qu'on peut plus le trouver en Europe. Oui, c'est nouveau. Mitterrand l'a pris il y a 30 ans, mais c'est nouveau. Voilà. Donc on peut plus le procurer. On peut plus se procurer en Europe de Revolfia vomitoria. Mon père avait aussi travaillé sur un ginkgo doré,
de feuilles dorées. Donc, c'est le ginkgo, évidemment, c'est le même arbre, mais en prenant des feuilles dorées, il y a un processus d'extraction tout à fait particulier. Il avait obtenu un produit qui aide à éviter les brûlures de la radiothérapie. Et les recherches récentes que nous avons faites avec ce produit ont aussi montré que il était capable d'inhiber un enzyme qui s'appelle angiogénine, et cette enzyme angiogénine est sécrétée en particulier par les cellules cancéreuses pour créer de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, en inhibant cette enzyme, on affame les cellules cancéreuses et on empêche de leur donner les voies dont elles ont besoin pour essaimer vers d'autres organes. Il y a fait aussi, pour continuer avec les plantes, il avait découvert qu'un certain nombre de thés verts avaient des propriétés anticancéreuses particulières. Il n'avait pas eu le temps de développer ça, mais quand j'ai trouvé le papier, j'ai voulu qu'on fasse ces études. Donc, on a récupéré les 4 thés qu'il avait testés et on a envoyé ça à Kansas University Medical Center en leur demandant de comparer avec d'autres thés connus comme Lipton, Kousmi, Bigelow, pour voir effectivement si il y avait une activité anticancéreuse marquée par rapport si tous les thés verts sont pareils ou pas. Et effectivement, ce mélange de thé oncothé est beaucoup plus puissant pour inhiber les cellules cancéreuses. On a fait cancer du sein métastasé, cancer du foie, cancer de la vessie et 4 lignées de mélanome. Et à chaque fois, l'oncothé était beaucoup plus puissant que les autres que les autres thés pour inhiber les cellules cancéreuses. Et puis mon père avait inventé un produit qui n'est pas un extrait de plante, qui sont des petits fragments d'ARN de bactéries et qui sont capables d'aider la moelle osseuse à faire des globules blancs et des plaquettes. Il faut savoir que la chimiothérapie n'est pas sélective dans son action. Oui. Donc, elle va détruire toutes les cellules qui se divisent rapidement. Oui. Donc, elle tue les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement, qui se multiplient. Elle va aussi tuer beaucoup de cellules sanguines parce que les globules blancs, ils durent seulement 120 jours. Les plaquettes, elles durent seulement une dizaine de jours. Donc, il faut... Non, c'est le contraire. Les globules blancs durent 2 jours et les plaquettes une dizaine de jours. Et c'est les globules rouges 120 jours. Donc, la chimiothérapie a tendance à détruire beaucoup de globules blancs et de plaquettes. Les plaquettes, ce sont les cellules sanguines qui servent au sang pour coaguler. Donc, si elles sont détruites, eh bien, on a des hémorragies terribles, etc. La moelle osseuse elle se nourrit grâce aux nutriments qui passent par l'intestin, qui passent à travers la paroi intestinale, qui vont dans le sang. Le sang amène ça à la moelle osseuse. La moelle osseuse fait son travail qui est de créer toutes ces cellules sanguines, qui sont d'ailleurs le cœur de notre immunité. Quand vous êtes sous chimiothérapie, d'abord vous avez l'intestin qui fonctionne plus, vous avez des diarrhées, vous avez etc. La paroi de l'intestin est abîmée et donc vous avez la chimiothérapie qui détruit ces cellules sanguines et vous avez l'intestin en capillotate qui va pas être capable d'en fabriquer, de vous apporter ce qu'il faut pour en fabriquer beaucoup au niveau de la moelle osseuse. Donc mon père a eu l'idée d'un court-circuit où il donne sous la langue des fragments d'ARN qui vont permettre d'augmenter le rythme de synthèse de l'ADN de moelle osseuse. Et ils ne font que ça, primer la moelle osseuse.
Et donc, la moelle osseuse, elle va, en 24 heures, créer tout ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire des globules blancs plus et rapidement. des plaquettes. Beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que ça apporte au patient à ce moment-là? Eh bien, ça lui rend son immunité. Donc c'est en complément si quelqu'un fait une chimio. De la chimiothérapie. Donc bien il sûr. concevait que la chimio pouvait être utilisée et qu'il pouvait apporter un complément pour éviter à la personne de subir les conséquences de la chimio. Oui, de diminuer. Bien sûr, je veux dire, il y aura toujours des... Enfin, encore une fois, il a démontré la synergie d'action entre la chimiothérapie et ces petits produits. Donc ces petits produits peuvent agir seuls. Ils agissent encore mieux avec la chimiothérapie. La destruction est encore plus forte. Et ça, c'est quelque chose que mon père disait déjà et que nous avons pu confirmer avec les universités américaines. Et donc, là, il s'agit d'aider les gens qui sont sous chimiothérapie à éviter de perdre complètement leur immunité. Et on a pu faire un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America, où on avait une population de malades qui avaient différents types de cancers, qui avaient tous reçu plusieurs séries de chimiothérapie et donc qui avaient déjà des plaquettes très très basses. Et là, grâce à cet essai où ils ont pu bénéficier des fragments d'ARN, aucun n'a eu d'hémorragie, aucun n'a dû avoir de transfusion, etc. Tout s'est très, très bien passé. C'est énormément de découvertes qui pourraient profiter à beaucoup de patients, j'imagine. Est-ce que, selon vous, il reste encore des recherches à faire? Et quelle est la suite pour la Fondation Beljanski en termes de recherche? Ou est-ce que vous êtes arrivé au bout de l'œuvre ou des travaux de votre père? Écoutez, on va continuer un petit peu sur les cellules souches du cancer parce que ça c'est vraiment une autre porte qui s'ouvre à nous et qui c'est nouveau et ça peut vraiment aider beaucoup de gens, ce problème des métastases. Et sinon, eh bien, le gros travail qu'on fait, et que c'était mon père avait effleuré ça, se disait toujours dans l'Amazone combien de temps on pourra extraire du Pao Pereira, et il avait pensé à développer une molécule de synthèse pour rendre le produit disponible. Et là, ça fait pendant 20 ans, j'ai repris c'est long, c'est cher, j'ai repris le projet et là, on est arrivé au brevet d'une molécule de synthèse et évidemment c'est un projet que je ne pourrais pas porter moi-même. Là on est dans la biotech. C'est plus difficile? C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Là c'est jouer dans la cour des grands par rapport aux compléments alimentaires. Et donc oui, on en est à chercher des associés, on a trouvé quelqu'un qui est un ancien de la Big Pharma, qui est aussi a été très impressionné par les capacités de cette molécule de synthèse et qui est prêt à nous aider à naviguer. Mais évidemment, on cherche des financements pour ça. Ça va pas être les mêmes moyens, là. On parle pas des mêmes moyens et là, c'est un monde qui me dépasse. Ouais. Bon, vous avez déjà fait beaucoup, déjà, et j'imagine que votre père serait fier de C'est ce que me disait maman. ce que vous avez pu faire. Ma mère me disait, si ton père était là, il serait très fier. Vous avez atteint beaucoup d'objectifs, peut-être que lui-même s'était fixé, qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Est-ce que vous pensez qu'il resterait des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire, que vous pourriez porter encore? Alors, la dernière publication était dont j'ai trouvé le manuscrit et que j'ai fait publier, était entièrement théorique et portait sur la création d'un ADN de novo. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire sans la matrice d'un autre ADN. Je veux dire, c'est un peu compliqué pour moi pour expliquer, mais c'était une sorte de création de la vie
Et Comme- c'était sa dernière publication. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'ai même pas touché. C'est-à-dire brique par brique, créer un ADN. Oui. Ouais, ouais, sacré boulot derrière. Bon, Mais c'est sa Mais 133e et dernière publication. ça montre l'extrême effervescence en termes de créativité, de recherche que De mon père. Oui, votre père avait. Ouais. tout à fait. Y a pas- Il vivait pour ça et ma mère était le pilier qui lui permettait de faire ça. Oui. Comment les gens qui nous écoutent là, qui nous suivent, beaucoup de Français, comment est-ce qu'on peut se renseigner sur ces recherches Alors, et certains qui pourraient en profiter, en bénéficier s'ils ont besoin? Alors, le site de la fondation, beljanski.info, il y a toutes les recherches, il y a la liste des publications de mon père, et puis il y a toutes les recherches actuelles que les gens peuvent trouver soit en cherchant par extrait, Paupera, Revolfia, Ginkgo, fragments d'ARN, etc., soit en cherchant non, par extrait. Oui, c'est tout. Et puis il y a les événements auxquels je participe. Vous faites encore des événements en France? J'en ai fait un certain nombre. Oui, si on m'invite, je viens encore parler. Et puis je fais régulièrement des événements virtuels depuis mon bureau à New York. Ça s'appelle les Jeudis de la santé et j'en fais 4 ou 5 par an. Et enfin, avec tout ce que vous avez vécu, mais ce que vous avez pu faire aussi, et aujourd'hui, est-ce que votre regard a évolué sur la santé et sur l'avenir de la santé en France? Non, les choses d'ailleurs n'ont pas beaucoup changé depuis 30 ans. À la faveur du Covid, on a vu que ça s'est peut-être même aggravé. Oui, puisqu'on a vu à travers le Covid, c'est que c'était pas simple juste la France, c'était mondial. Et on a vu aussi la connexion avec les grands financements, etc. Il faut savoir que le Build Back Better programme, il était sorti à Davos en 2019, donc avant la pandémie. Oui. Les fameux Even 201 d'ailleurs aussi, à New York, simulation. Donc on a vu effectivement que la santé n'était pas l'intérêt premier de cette pandémie. Non, il y a de l'argent de façon éhontée qui est passé les sociétés pharmaceutiques ont fait une collusion avec la tech pour profiter d'une situation créée de toutes pièces. Mais justement, est-ce que vous vous sentez apte à pouvoir poursuivre vos travaux de recherche avec la Fondation Beljanski à l'avenir, même aux États-Unis, malgré cet écosystème Big Tech, Big Pharma qui s'articule? Aux États-Unis, il y a eu un backlash. Hein, c'est pas là maintenant, l'Europe et l'Amérique, c'est vraiment deux écosystèmes complètement différents, avec l'élection de Trump et Kennedy à la santé. Oui. À la santé. On peut dire que temporairement, la médecine intégrative a gagné. Là, vous l'avez senti vraiment depuis l'arrivée de Trump? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va pas durer, hein, ils vont. Oui, bon. L'argent va reprendre ses droits, mais oui, là, il y a encore 2-3 ans de liberté de parole et de créativité. Absolument. Et vous pensez que vous pourriez, à travers vos travaux et votre fondation, être menacé par des intérêts et par des pressions extérieures, même aux États-Unis, dans quelques années? C'est possible, mais vous savez, moi j'ai 70 ans cette année et j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, ça ira nécessairement dans d'autres mains. Je ne vais pas pouvoir porter ce projet pendant 20 ans de plus. Hein, ça n'est pas possible, il faudra que ça passe à quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça prendra nécessairement une autre forme. Il y a déjà des personnes qui pourraient récupérer l'héritage Beljanski dans le monde?
Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont de plus en plus de gens qui sont au courant. Et puis je pense que si je disparais, eh bien il y aura peut-être quelqu'un qui prendra la relève venant de nulle part, totalement inattendu, comme je l'ai fait il y a 30 ans. En tout cas, je le rappelle, il y a énormément de ressources littéraires, scientifiques sur le site de la Fondation, qui sont en accès libre. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, pour les produits Beljanski, c'est sur Maison Beljanski, maisonbeljanski.com. Et si vous appelez New York, tout le monde parle français, toute l'équipe est bilingue. Bon, l'héritage, en tout cas, a bien perduré et s'est bien développé. Heureusement. En tout cas, tout ça n'a pas été en vain, mais bon, il y a encore du travail pour nous les Français pour bénéficier de ces recherches. En espérant que il faut penser le monde. Il faut arrêter de penser en France, etc. C'est tout petit. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte, c'est tout petit la France. Il faut penser monde. On est tous humains et on est tous solidaires pour faire avancer un savoir. Merci pour ces belles paroles d'espoir pour finir cet entretien. Merci infiniment d'être venu jusqu'au micro de Nexus et de nous avoir partagé toute cette histoire, tout cet héritage que peu de gens connaissent et qui, j'espère, vont pouvoir profiter au plus grand nombre. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de raconter cette histoire parce que sinon, effectivement, ça s'oublie. Et on est là pour ça, évidemment, un Nexus, de pouvoir donner la parole sur des sujets qui sont dans les angles morts, qui sont mis de côté et qui sont très souvent marginalisés et qui peuvent profiter quand même à la plupart des gens. Donc, vous serez toujours la bienvenue au micro de Nexus. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr, le dernier numéro, le numéro 162. On vous retrouve très bientôt sur la chaîne Nexus sur YouTube. Sylvie Beljanski, merci infiniment. À très bientôt. Bonsoir à tous.